Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul. J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, je l'ai pris dans la gueule. Et si on arrêtait tout? On arrête tout. Après mai 68, on essaie de penser, en France comme ailleurs, une société dont les références n'auraient rien à voir avec celles d'avant 68. Le film qui incarne le mieux cette idée est probablement l'An 01, qui se présente littéralement comme étant un manifeste de ces renversements de la pensée marchande et productiviste. Le slogan de ce film, c'est « On arrête tout ». Ça ne veut pas dire « on arrête de produire », ça veut dire « on arrête d'être productif ». On arrête de vivre pour produire, pour consommer. On arrête de réduire la vie au travail, aux productions, aux consommations. Et on trouve de nouvelles manières de s'occuper. On ne considère plus le temps et l'espace comme des matières premières ou des champs à investir. On abandonne la voiture, on préfère le vélo. On abandonne l'identité pour vivre une nouvelle vie. On abandonne la propriété, on abandonne les prisons. Un bon gros programme de hippies qui, bien évidemment, semble ne pouvoir exister que dans un film, et certainement pas dans la vraie vie. Cependant, les points soulevés par ce film sont assez éclairants. Dans une société où tout doit pouvoir trouver une valeur, le seul moyen de sortir d'une logique de marché, c'est de sortir d'un système de valeurs. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec l'An 01, c'est que ce n'est pas un film qui se positionne contre le capitalisme, c'est moins un bras de fer, une lutte qu'un pas de côté, comme si on retournait le gant pour montrer tout ce que le capitalisme invisibilise, pour repartir avec, plutôt que de simplement combattre ce que le capitalisme a à proposer. Pour ce dernier cours sur les échanges, j'aimerais que nous fassions tous un pas de côté, pour pouvoir essayer de penser les interactions, le social, l'économie, sans pour autant tomber dans un raisonnement binaire de valeur ou d'exploitation. On arrête tout, on se pose, et on essaie de créer un petit moment de silence pour poser les vraies questions, comme par exemple, comment inclure dans l'économie le sans valeur et l'improductif. Vous vous rappelez quand je vous disais que Nietzsche et Lévi-Strauss avaient découvert que la dette était antérieure au troc ? Plot twist! Dans les années 70, un certain nombre de philosophes français, que j'affectionne tout spécialement, ont mis en avant l'existence d'une pratique économique qui serait encore différente de la dette, de l'échange ou même du don. Il s'agit du potlatch. Le potlatch était pratiqué notamment dans l'Amérique d'avant la colonisation. Il était souvent lié à la religion, en ce qu'il avait généralement lieu autour de rituels, et consistait en ceci. Chacun apporte ce qu'il peut et ce qu'il veut, et le donne sans rien attendre en échange, dans une espèce de pot commun qui ne sert qu'au sacrifice et éventuellement à un grand partage. C'est le modèle de dépossession, de dépense pure, qu'on retrouve à différentes échelles. Par exemple, ça peut être un grand repas où chacun apporte un plat dédié à toute la communauté, c'est une forme de potlatch, mais ça peut être également de grandes cérémonies où on peut aller jusqu'à donner sa vie en sacrifice. Le potlatch pourrait faire penser au modèle du don que nous avons vu précédemment. Cependant, il s'éloigne de la vision chrétienne de celui-ci, car il est plus volontiers axé sur la rivalité et la surenchère. Chacun va se déposséder, et celui qui sacrifie la chose qui compte le plus pour lui va être d'autant plus valorisé. On pourrait être surpris par cette logique. Comment connaître la valeur que chacun attribue à telle ou telle chose, et comment est-ce que ça peut avoir un véritable impact ? En réalité, le potlatch est un mode d'interaction qui ne se base pas sur la valeur qu'on peut attribuer aux choses, mais sur l'intensité de l'événement. On n'essaie pas de tirer quelque chose ou de garder quelque chose de la transaction, bien au contraire. L'objectif est de se déposséder, de ne plus revenir à la même chose à la fin de la transaction. On n'est plus du tout dans une logique un bien contre un bien, on est dans une logique de montée en intensité. Une valeur, on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui peut se coder, qui renvoie à autre chose, et finalement, par un système d'équivalence, permet de créer un marché. Mais alors, c'est quoi une intensité ? Une intensité n'a pas de valeur, une intensité ne peut pas être codée. Comme son nom l'indique, une intensité implique des tensions, et donc des tenseurs, c'est-à-dire des éléments qui vont littéralement tirer sur la corde, étirer l'espace et le temps de telle manière qu'on ne puisse plus différencier quoi que ce soit. Alors, c'était essayer de décaper, alors l'objet, mais pas seulement l'objet, le décaper de sa statut de marchandise, justement, et de lui rendre une espèce d'immédiateté, comme ça, de réalité brute, hein,
qui ne serait pas mise à prix, ou pour laquelle il n'y aurait pas de prix. Alors, dans un sens soit négatif, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, c'est rien, ça n'est même pas appréciable, ou alors ça n'a pas de prix au sens où ça dépasse toute valorisation, et qu'à ce moment-là, l'échange qui peut en être fait n'est pas du tout sur la même base. C'est plus une histoire de contrat, je veux dire, parce que la valeur c'est un contrat, en quelque sorte toujours, c'est plutôt un pacte à ce moment-là, et les choses passent de l'une à l'autre sans passer par la valeur. Une des thèses fondamentales que Jean Baudrillard développe notamment dans son ouvrage Simulacre et Simulation, c'est l'idée selon laquelle le réel n'existe pas. Ce qu'on appelle le réel n'est en fait qu'un ensemble de simulations, ce qui inspirera en grande partie Matrix. D'ailleurs, on peut voir le livre dans la chambre de Monsieur Anderson. Ainsi, dans cette gigantesque simulation, une des principales caractéristiques, c'est que toutes les valeurs deviennent réversibles. Le bien et le mal, le pauvre et le riche, toutes ces choses peuvent s'intervertir à loisir. Le bien vaut le mal, le médiocre vaut l'excellent. Exactement comme le carnaval, qui était un moment clé de la vie sociale au Moyen-Âge, le jour où le roi devient le bouffon et où le bouffon devient le roi. Pour Baudrillard, notre société est un carnaval continu. Alors, Baudrillard, comme avec lui Georges Bataille, Jean-François Lyotard ou encore Gilles Deleuze, vont remettre en avant le principe du potlatch. Et Baudrillard ira jusqu'à dire qu'en réalité, derrière tout notre carnaval de société marchande, où chaque chose est codée et valorisée, se cache en réalité un gigantesque potlatch. Que derrière notre rationalisation des choses, des biens et des services, nous contribuons tous à cet énorme pot commun dans lequel nous nous dépossédons, s'il le faut, pour tirer sur la corde, faire monter en intensité le social et le vivant. Pensez-y. Toutes vos actions sont-elles rationnelles? Votre consommation est-elle rationnelle? Votre production, vos choix, vos activités rentrent-elles vraiment d'abord dans l'économie de marché? Est-ce que tout ne commencerait pas plutôt par une intensité, par un désir de tendre les choses, les tendre vers quelque chose, les tendre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus? On nous dit que nous sommes dans une société de marché, de froid calcul et d'intérêt. Mais derrière le calcul le plus froid, ne se cache-t-il pas la cruauté la plus sanguine? Pour conclure, j'aimerais relier le concept de potlatch comme destructeur de valeur à un autre concept, du philosophe Édouard Glissant, la créolisation du monde. Pour Glissant, il existe plusieurs types de métissage, dont certains qu'il qualifie de prévisibles et d'autres imprévisibles. La créolisation, donc, c'est ce mélange imprévisible des cultures. Et ce n'est pas l'émergence d'un être nouveau, c'est la dissolution des identités dans le plus pur devenir. Peut-être que l'avenir de la société, des symboles, de l'économie et des cultures, pour reprendre les capitaux de Bourdieu, passera bien plus dans l'oubli de soi et des valeurs pour enfin devenir improductif, insignifiant, libre de toute assimilation et récupération, furtif, vibrant, vivant. Mais c'est exact que la société était prête à basculer, toute la société était prête à basculer pour une autre manière de vivre, pour une autre expérience. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les salons de l'auto n'existaient plus. On avait supprimé les salons de l'auto parce que la bagnole, c'était vraiment une rigolade, et on disait adieu à la bagnole. On disait adieu à plein de choses, on était prêt à vivre autrement. Les gens des banques disaient c'est une rigolade de travailler dans les banques, bon, c'est fini, ça va, c'est des choses dont on n'a plus besoin, ça va s'étioler et on fera autre chose. Il y avait un rêve collectif fantastique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en 73 le choc pétrolier et le début du chômage. Comme si cette société menacée avait réagi physiologiquement à cette menace et avait trouvé des parades par la peur. Je commande la 5e compagnie du 2e régiment étranger d'infanterie. Actuellement, les 4 sections viennent de prendre pied dans la ville. Nous allons suivre la première section qui a reçu pour mission de s'emparer de l'hôtel de ville. Ah bah, très bien. Tu vois, un petit peu, je suis pas en sécurité. Hein. Dans la plaquette de présentation des manœuvres, il est indiqué que l'armée pourrait intervenir en cas de paralysie de l'économie. Est-ce la mission de l'armée d'intervenir en cas de paralysie de l'économie? L'armée est là pour, en dernier ressort, je dirais, quand c'est la survie même de la nation qui est menacée.
Nous sommes dans une région où il y a de plus en plus de RMistes. Il y a de plus en plus de RMistes, on l'a constaté, qui refusent de travailler ou qui refusent de consommer, qui sont plutôt en train de construire leur maison, de cultiver leur jardin, de se couper d'EDF. Est-ce que l'armée pourrait intervenir si des gens refusent de consommer et vont vers la décroissance et ne jouent pas le jeu de l'économie de marché? Je ne comprends vraiment pas du tout ce que c'est que cette question qui me paraît, pardonnez-moi, sans aucun bon sens.